Alors dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir un certain nombre de trésors, de pièces qui sortent exceptionnellement du Tadjikistan et qui, j'espère, vont les impressionner et surtout leur donner une idée de ce pays complexe. Une petite pièce de puzzle au centre de l'Asie centrale, mais au cœur d'un réseau d'échanges depuis la plus haute antiquité. Cette exposition couvre près de 5 millénaires, depuis le Chalcolithique ou l'âge du bronze, l'ancien âge du bronze, jusqu'au premier millénaire après Jésus-Christ, jusque vers 1009, date à laquelle s'éteint la dynastie des Samanides, qui est la dernière représentée ici dans l'exposition, et qui est une dynastie dont se réclament les Tadjiks actuellement. L'exposition démarre avec des pièces exceptionnelles d'un site de l'âge du bronze. Il y a plusieurs éléments qui vont être comme un fil conducteur pour cette exposition, comme son titre l'indique, c'est l'or, mais aussi d'autres matériaux comme le lapis-lazuli ou la soie. L'or est très présent dans cette exposition puisque le Tadjikistan est limité au sud et au nord par deux fleuves aurifères, l'Oxus et le Zerafshan, donc dans lesquels par orpaillage on peut récolter de l'or. Et de fait, les vestiges d'or du pays sont très nombreux. Parmi les pièces du trésor de l'Oxus, ici on a un élément d'orfèvrerie exceptionnel avec cette aigrette qui représente un lion cornu, ailé, avec des oreilles d'équidés ou des oreilles d'âne, des sabots de cervidés, qui présentait des incrustations maintenant disparues, mais qui est tout à fait représentative d'un art qu'on dit stépique, donc art des nomades des steppes. Et ces nomades qu'on appelle selon les sources Scythes ou Shaka ou Sas sont venus dans ces régions-là et y ont laissé de multiples traces par des œuvres, notamment d'orfèvrerie, puisque ces nomades aimaient beaucoup les œuvres de métallurgie et d'orfèvrerie, donc des plaques, ou bien des éléments de harnachement ou de parure, comme cet élément qui est peut-être une aigrette et qui représente au sein du trésor de l'Oxus la composante de l'art nomade qui contrebalance ou cohabite avec la composante essentielle et essentiellement achéménide de ce trésor de l'Oxus, puisque Cyrus puis Darius font leur conquête de l'Orient dans cette région-là, ils arrivent jusque-là et ils y laissent des traces, et notamment dans ce trésor des éléments ou comme ces seigneurs ou ces rois couronnés typiquement achéménides. Un autre élément très important qui est représenté dans ce trésor de l'Oxus, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, les éléments typiquement achéménides, puisque dans ce trésor on a retrouvé des quantités de darics, donc de pièces achéménides, et cette très belle plaque en or sur laquelle on voit un officiant qui tient un faisceau de brindilles, qui porte un poignard court à la ceinture, qui est coiffé d'un bonnet souple, d'une veste et d'un pantalon, et qui porte, comme nous aujourd'hui, un couvre-bouche, un masque, justement pour éviter de souiller l'air ou le feu au moment où il va officier.
Après la conquête achéménide de ces régions, Alexandre le Grand, sur leur pas, conquiert aussi ces régions, il fonde plusieurs villes et laisse ses généraux sur place. L'un d'eux, Séleucos, fonde une dynastie qui laissera en héritage hellénistique un royaume qui sera repris par des rois grecs qui ont épousé des princesses locales, et on parlera de royaume gréco-bactrien. Parmi les multiples objets qui attestent de cette présence grecque dans des régions aussi éloignées, cette petite tête qui est un élément de fourreau d'épée vraisemblablement, qui représente Héraclès à l'effigie d'Alexandre, est très intéressante en dépit de sa toute petite taille parce qu'elle atteste de l'importance de la figure d'Alexandre très longtemps après son passage. Ici, cet ensemble d'ivoire a été retrouvé sur un site qui s'appelle le site de Tarti-Sanguine, dans lequel un temple abritait ces vestiges d'ivoire, vestiges d'or, également de nombreuses sculptures de type hellénistique, mais dans le médium local qui est la terre crue. Donc ici, au milieu de pièces qui proviennent d'une même tombe et qui illustrent la cohabitation d'art nomade et d'art grec, à une époque déjà relativement avancée, aux environs de l'ère chrétienne, on a cette très belle plaque qui, en une même pièce, en fait, montre cette cohabitation avec un mélange d'influences, puisque vous avez une chasse au sanglier par un cavalier habillé à la manière nomade, qui est spécifique des types de scènes de l'art nomade. Mais ce cavalier est représenté dans c'est une boucle de ceinture, représenté dans un cadre qui figure des oves, un ornement tout à fait typiquement hellénistique. Et ces oves étaient initialement incrustées, peut-être de pâte bleue ou de turquoise, là, ce qui est un élément spécifiquement nomade ou stépique. Donc là, on a au sein d'une même pièce la cohabitation d'influence grecque et d'influence nomade. Et en une seule pièce, ça résume finalement la position des populations du Tadjikistan qui sont vraiment à la rencontre de ces mondes-là, donc à chaque époque, achéménide, ensuite grec, et on verra plus tard que ça continuera. Alors, l'exposition évoque tout au long du parcours les échanges qui ont eu lieu, ce commerce quasiment déjà mondialisé qui avait lieu entre l'Occident et l'Orient, qui commence à l'âge du bronze, à Saras, qui se perpétue un petit peu sous les Achéménides et au moment des conquêtes d'Alexandre, sous les Gréco-Bactriens et les royaumes donc hellénistiques qui s'implantent dans la région. Et il continue sous un empire qui s'impose dans la région, qui est celui des Kouchans ou des Kouchanes, qui est un empire qui prospère au début de l'ère chrétienne, on va dire, jusque vers le IIIe siècle. Grâce à cette période de relative paix sous ces grands empires, les échanges vont s'intensifier et va s'ouvrir ce qu'on appellera plus tard la route de la soie, dont les voies vont être ouvertes par ces fameux Sogdiens. Ces Sogdiens sont des populations qu'on connaît peut-être mieux par les villes ouzbèques de Samarcande et de Bukhara. Ces Sogdiens transportaient des objets, mais également ont fondé des cités très riches. Et nous avons dans l'exposition des vestiges d'une de ces villes de marchands, qui est la ville de Penjikent. Donc on a quelques éléments de sculpture et de peinture de cette ville de Penjikent. Donc le Tadjikistan continue d'être un lieu de passage, de rencontres et d'échanges, et quelques pièces en témoignent ici, comme ce très beau plat de liarch, un plat en argent doré qui est assez emblématique de l'argenterie sassanide, puisque après les Achéménides, après les Grecs, après l'établissement d'un grand empire qui est l'empire des Kouchans, qu'on a évoqué rapidement, ce sont les Sassanides qui font des incursions
jusque dans ces régions, en Asie centrale, et laisse une empreinte très importante. Ici, ce plat d'argenterie représente finalement le mélange d'influences différentes. Vous avez une figure qui tient des rinceaux de vigne, donc la vigne est associée à l'Occident et également aux Sogdiens qui cultivaient la vigne. Cette figure est représentée comme les divinités indiennes à l'arbre, avec des formes assez généreuses et des parures de hanches. Elle a un visage que d'aucuns ont estimé être de type grec, et elle a une écharpe dont les plis, peut-être hérités de l'art grec, se retrouvent dans l'art chinois des Wei du Nord du VIe siècle. Donc en une seule pièce, on a un ensemble d'éléments. Alors qui est cette figure? Certains l'interprètent peut-être comme une divinité paradisiaque du zoroastrisme. Donc ici, vous avez une peinture d'une des maisons d'un riche marchand de la cité de Penjikent. Alors là, on est en pleine Sogdiane, donc cette ancienne province qui a été nommée par les Achéménides, qui a gardé son nom puisqu'il y a toujours actuellement une province Sogd ou Sogd au Tadjikistan. Et cette province qui est connue par ces marchands sogdiens, et notamment dans les villes de Bukhara et de Samarcande, mais aussi de Penjikent. Penjikent est une ville avec des maisons de plusieurs étages qui étaient dans les pièces d'apparat couvertes de peintures sur plusieurs mètres de hauteur. Ces peintures représentaient des cycles ou des épopées locales, ou bien peut-être des événements ou des fêtes rituelles. Et ici, vous avez une grande peinture qui représente une scène de banquet. Vous avez des personnages assis en train de banqueter avec des coupes sous un dé. Ces personnages pourraient faire penser à un banquet lors de la fête du Nouvel An, banquet en l'honneur des morts qui se fait la veille de la fête du Nouvel An, mais elle a aussi été interprétée comme peut-être une scène épique, un combat entre deux clans représentés par ces deux rois qui seraient un roi du clan des anneaux, du fait de la forme du pommeau de son épée, et l'autre clan qui serait le clan des dragons. C'est une interprétation, et ici vous avez une personne qui arrive, qui va prévenir le roi d'un événement, qui présente sur son manteau des médaillons entourés de perles que l'on retrouve là aussi dans l'art sassanide. On a ce type de médaillons représentés dans les soieries que l'on dit sogdiennes, mais dont les motifs sont hérités de l'Iran sassanide, qui sont notamment représentés sur le manteau qui est en salle ou sur les tout petits fragments qui viennent des grottes de Dunhuang en Asie centrale. Et c'est un motif récurrent dans toute l'Asie, mais aussi jusque dans nos trésors d'église, puisqu'on a ce type de soieries représentées dans les trésors d'église du Moyen-Âge. On ne sait pas où ces soieries étaient tissées. On imagine que c'était peut-être en Chine, puisque la soie venait de Chine, sauf que la représentation de personnages portant ce type de soierie, voire des soieries réelles, ont été retrouvées essentiellement en Asie centrale et en Sogdiane. Donc ici, pour illustrer la religion de ces Sogdiens, donc Sogdiens zoroastriens, même s'ils ont été des traducteurs des textes bouddhiques, on le verra plus tard, ces Sogdiens révéraient des dieux, le dieu principal du zoroastrisme, donc dieu stellaire Mitra. Ce Mitra est reconnaissable par sa couronne, par le fait qu'il tenait un autel du feu. Bon, il a un torque, il était habillé avec des éléments de soie qui ne sont pas venus ici, il avait même des éléments
de cotte de maille, et puis un élément de sceptre avec 3 têtes qui pourraient correspondre à la triade de bonne pensée, bonne parole, bons actes, typique de la pensée zoroastrienne. Donc la dévotion zoroastrienne se manifestait par des cultes au feu. C'est pour ça qu'on a ici un autel du feu et qu'on a retrouvé dans toute la Sogdiane. C'est même un marqueur pour repérer que les temples sont des temples zoroastriens, des autels du feu et des ossuaires dans lesquels les corps étaient mis une fois décharnés. Donc un autel du feu, vous en avez des exemples réels ici. C'était un lieu dans lequel on entretenait un feu permanent, qui était au centre du culte des temples zoroastriens. Ici, une peinture qui était présente à l'entrée d'un sanctuaire bouddhique. Donc cette région était sous domination des Turcs, mais les Turcs ont été apparemment très tolérants puisque le bouddhisme a bien pu se déployer dans cette région-là. Donc cette peinture se trouvait à l'entrée du sanctuaire. Il représente un moine en robe orange et il est suivi d'un enfant agenouillé, vraisemblablement, et de 2 donatrices qui portent elles aussi des fleurs et qui sont vêtues d'un grand manteau, vraisemblablement de soierie là aussi, où l'on reconnaît ces médaillons entourés de perles. Et c'est très intéressant parce que ce type de représentation montre bien la richesse de la région à l'époque et des donateurs qui pouvaient se permettre de donner de l'argent ou des biens pour les monastères bouddhiques, donc abandonnés au bouddhisme des richesses, et qui étaient sectateurs de cette foi finalement. Ici, un buste d'une figure laïque du plus grand monastère bouddhique connu au Tadjikistan, qui est celui d'Ajina Tepa, monastère de type gandharien, c'est-à-dire monastère qu'on trouve dans l'art gréco-bouddhique du Gandhara, mieux connu en Afghanistan et au nord du Pakistan. Et cette figure laïque est vraisemblablement un donateur, vêtu d'une veste croisée à la manière des Tokhariens, avec un grand revers, mais il rappelle par son style, la manière dont le drapé est très proche du corps, un drapé moulant, presque mouillé. Il rappelle l'art du Gandhara, donc cet art bouddhique de l'Afghanistan et du Pakistan, des phases tardives, et aussi par-delà peut-être même l'art grec. L'exposition se clôt avec la dynastie des Samanides, donc les descendants de Assad ibn Saman sont une dynastie qui a vécu à peu près une centaine d'années. Cette dynastie est très brillante, elle est très connue évidemment par les vestiges qu'elle a laissés à Bukhara et Samarcande, et c'est une dynastie de langue persane, donc persanophone. Les Tadjiks sont les descendants de cette population persanophone, puisque ce sont finalement les persanophones dans un monde turcophone, puisqu'au moment où cette dynastie des Samanides s'éteint, les dynasties au nord et au sud sont les Karakanides et les Ghaznavides, des dynasties, enfin des populations parlant le turc. Alors ce projet est un projet qui avait été envisagé de longue date parce qu'il existe une collaboration franco-tadjik et même avant cela franco-soviétique du temps où le Tadjikistan était une république socialiste soviétique, et cette collaboration s'est manifestée par des chantiers de fouilles partagés entre les Français et les Tadjiks, notamment sur le site de Sarasme et sur le site de Tarti Sanguine.
En fait, je suis allée sur place, j'ai pris des photos, des campagnes photos. J'ai fait le choix des œuvres. On a soumis ce choix aux Tadjiks en leur demandant si c'était possible ou pas, puisqu'il y a quelques œuvres que nous n'avons pas pu obtenir parce que c'était trop compliqué de les avoir. Et eux-mêmes ont fait 1 ou 2 suggestions de remplacement ou de complément.